Bonsoir à vous, bonsoir à Chantal, Cathy, Ginette et toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment-ci. Nous allons nous accorder, avant de commencer, quelques minutes encore, quelques minutes, le temps de permettre à nos amis de se connecter, partager au maximum autour de vous pour permettre aux uns et aux autres de venir partager avec nous le thème du jour sur l'ajustement conjugal. C'est un élément important dans la vie conjugale. Beaucoup de couples se sont vus séparés parce qu'ils avaient opéré un mauvais ajustement. Donc vraiment partager. Partager consiste à envoyer dans le groupe, à mettre sur son profil, mais partager aussi consiste à envoyer par Messenger à ses amis pour qu'on ait un maximum de personnes avec qui nous allons partager ce message d'aujourd'hui. C'est un message sur l'ajustement conjugal. On va passer en revue cinq petits éléments d'ajustement qui sont nécessaires pour pouvoir mener une vie conjugale épanouie. Donc, on se donne encore quelques minutes, le temps de partager un maximum. Alors je suis là, je suis avec vous pendant que on continue à partager ce live ensemble. Je suis connecté, merci de partager un maximum. Je me suis organisé pour parler aujourd'hui de ces 5 éléments, de ces 5 petites choses qui sont importantes pour l'ajustement conjugal, les 5 éléments qu'on va utiliser dans l'ajustement conjugal. Je dis bonjour à Sandrine, à Daniel, Agnès, Benjamin qui relaie, Benjamin est en train de relayer en même temps cette séance dans un groupe dans lequel il est. Merci à Nicole Nocéline qui aussi partage la vidéo dans le groupe dans lequel elle se trouve. Chacun d'entre vous peut partager cette vidéo dans son groupe pour avoir un max. Nous sommes peu nombreux jusqu'à présent, mais je sais que d'ici là, le max de partage va se faire. Donc, merci vraiment d'être connecté. Merci d'être avec nous. Merci de continuer à partager. Daniel, bonjour. Daniel, bienvenue. Merci. Merci Daniel Molo. Il dit, mon frère, votre esprit prendra vie. Amen. Et vous aurez une relation directe avec Dieu.
Je bénis cette parole et je prie pour qu'elle soit effective. Merci pour ces paroles de bénédiction que tu me donnes. Et je suis là avec vous pour parler de l'ajustement conjugal. On se dit, on continue encore à attendre un tout petit peu, mais on ne va pas attendre trop longtemps parce qu'il ne faut pas souvent pénaliser ceux qui arrivent les premiers. L'idée est surtout de permettre que nous puissions partager à nos amis, que nos amis soient informés de ce qui est en train de se faire. Et c'est pour cela que je me dis partager au maximum, parce que quand on va lancer, on ne pourra plus s'arrêter pour écouter ou pour attendre les uns les autres. Merci Brice, Gassam depuis les États-Unis. Merci, bonsoir tonton, je ne sais même pas quelle heure il est chez toi. Tu dois être en pleine journée aujourd'hui, en ce moment-ci. Alice Djipou, merci d'être des nôtres. Merci, c'est ton frère qui est là. Partage au maximum autour de toi pour qu'on puisse avoir vraiment ce moment de partage entre nous. Donc je vais encore continuer à attendre, mais je me dis, puisque vous êtes là et qu'on interagit, Brice, Agnès, Alex qui vient de se connecter, on peut aller jusqu'à combien de minutes pour attendre? Est-ce qu'on peut encore accorder quelques minutes ou bien on arrête et on lance directement? Bonsoir Alma, Wenou, Alphonse. On peut se donner encore combien de minutes pour attendre? Combien de minutes, Madame Camden? Combien de minutes on se donne pour attendre ceux qui sont en train d'arriver? Combien de minutes j'attends que vous écrivez la réponse, que je puisse en tenir compte, puisque le truc c'est entre vous et moi, et c'est vous qui décidez de la suite. On se donne combien de minutes encore? Combien de minutes on se donne pour attendre les autres? On se dit combien de minutes encore? Combien de minutes? Je vous attends. Donc j'attends que vous écrivez. Bonsoir Sophie, bienvenue. En attendant, je continue à attendre ce que vous avez préparé pour ça. Je vais commencer, mais je veux bien être d'accord avec vous sur le début. Bonsoir Sophie. Est-ce qu'on lance ou est-ce qu'on lance pas? On a déjà quelques minutes, on a commencé il y a quelques minutes. Brice lui propose 10 minutes. Est-ce qu'on va encore attendre vraiment 10 minutes? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Brice propose 10 minutes parce qu'on a déjà 11 minutes de commencer. 11 minutes de commencer. Donc si on propose encore 10 minutes, je sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'Ariel dit? J'ai pas encore vu ton commentaire, Ariel. Bonsoir Ariel, bienvenue à ce partage avec nous, merci. Vous pouvez partager cette vidéo dans vos groupes. Vous voyez en bas de la vidéo qui passe maintenant, il y a commencer une séance vidéo qui vous permet de regarder la vidéo avec vos amis. Vous pouvez décider de regarder cette vidéo qui passe actuellement avec vos amis. Vous pouvez dire, je vais plutôt regarder avec mes amis. Facebook a permis d'avoir ce petit lien, commencer une séance vidéo qui vous permet de partager la vidéo dans vos groupes, mais sous forme de direct aussi, qui permettrait aux uns aux autres de se connecter. Donc on se dit, on a dit 10 minutes, donc il reste 6 minutes environ, des 10 minutes que vous avez prévues. Dans les 6 minutes, on va démarrer. C'est samedi, donc il ne faut pas prendre tout le samedi des gens. Il faut leur permettre aussi d'avoir autre chose à faire. Donc on va leur accorder encore ces 5 minutes qui restent. On a dit 5 minutes. 5 minutes pour les autres. 5 petites minutes. On se donne 5 petites minutes.
il nous reste 2 minutes de partage. Mais pendant l'exposé, vous allez continuer à partager. On n'a plus que 2 petites minutes pour commencer avec notre exposé. Vous pouvez interrompre en écrivant la question. Je vais répondre à toutes les questions qui sont écrites. Moi, j'ai préparé un exposé, mais il va être dirigé par vos propres questions. Vos préoccupations vont déterminer ce que je vais développer. Moi, j'ai une idée de ce que je peux développer avec vous, mais vous avez une toute autre idée sur laquelle on peut partager. Je veux dire merci à tous ceux-là qui sont en train de partager dans leur groupe d'autres très bonnes séances vidéo dans leur page. Merci beaucoup. Ça permet d'atteindre le maximum. Nous avons besoin, dans cette vie-ci, d'avoir des relations conjugales épanouies. Nous n'allons pas seulement parler de politique tout le temps. Nous parlons de politique, c'est vrai, mais en même temps, il y a des familles qui souffrent. En même temps, il y a des maisons qui souffrent. En même temps, il y a des enfants qui ont des déficits d'éducation. Nous avons donc besoin, à partir de maintenant, d'avancer dans le domaine de la formation conjugale, de l'épanouissement conjugal. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons parler de l'ajustement conjugal. L'ajustement conjugal. Et on va commencer dans une petite minute, le temps de voir les quelques-uns des personnes qui sont connectées pour pouvoir partager avec eux cet élément. Je suis de retour, je crois qu'on va commencer maintenant. Je suis Coach Wendy. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui on commence un live dont le thème est l'ajustement conjugal, 5 éléments. C'est bien de justifier et d'expliquer le contexte dans lequel nous nous sommes mis pour organiser cela. En fait, depuis la semaine dernière, depuis lundi passé, nous avons commencé un programme avec un certain nombre de couples sur WhatsApp et sur Facebook. Nous avons appelé ce programme les 21 jours pour son conjoint. 21 jours pour son conjoint. En fait, c'est un travail personnel que chaque conjoint fait dans sa vie, dans l'intention d'améliorer la relation conjugale et faire profiter son conjoint. En fait, l'idée est de travailler à l'épanouissement de votre couple. L'idée est de travailler à l'épanouissement conjugal. Donc, à l'occasion de cela, chaque jour, il y a un certain nombre d'éléments qui sont envoyés à tous ceux qui participent à ce forum-là. Il y a une exhortation qui est faite, c'est une petite vidéo. Le groupe WhatsApp reçoit une vidéo d'1 minute, 2 minutes, maximum 3 minutes. Et le groupe sur Facebook reçoit une vidéo beaucoup plus longue qui explique un peu plus en détail le concept du jour. Après la vidéo, il y a un deuxième élément qui est partagé, c'est le challenge du jour. Quelle est l'action que la personne qui fait partie du groupe doit poser ce jour-là pour avoir une incidence positive dans son couple.
Après le challenge du jour, on a des sujets de prière que chacun doit élever ce jour-là. Et il y a des exercices pour travailler sur soi-même et des activités qui peuvent être connexes, mais qui ne sont pas forcément faites tous les jours. Et donc, vous avez 4 choses à faire tous les jours dans l'un ou l'autre groupe. Le groupe WhatsApp s'appelait la Formule 1 et le groupe sur Facebook s'appelait la Formule 3. Dans le groupe sur WhatsApp, nous sommes une centaine, 122 participants environ. Et ça fait 5 jours que nous sommes lancés. Les membres du groupe trouvent que c'est pressant, c'est fort, c'est solide, c'est des changements totaux. C'est-à-dire que c'est des paradigmes qui tombent avec la mise en place de nouveaux principes, des principes gagnants pour la vie conjugale. Et dans le groupe sur Facebook, nous sommes une trentaine environ qui cheminons ensemble avec des ressources, beaucoup plus de ressources que dans le groupe WhatsApp. Le groupe sur Facebook est payant, c'est un groupe payant, et le groupe sur WhatsApp est un groupe gratuit. Et pourquoi donc arriver à là? C'est que dans le groupe Facebook, il est prévu une rencontre Zoom tous les samedis. Et on en a comme ça 4. Au lieu de la rencontre Zoom, nous nous sommes dit aujourd'hui, on va faire profiter non seulement ceux du groupe de WhatsApp, mais on va faire profiter aussi toute la communauté, toutes les personnes avec qui vous allez partager cette vidéo-ci. Nous continuons à vous exhorter à partager au maximum, donner au maximum. Quand c'est de bonnes choses, vraiment, c'est pas la peine de refuser les bonnes choses aux gens. Donnez-leur ces bonnes choses-là, pour que ces personnes aussi profitent de ces bonnes choses-là. Ajustement conjugal. Première chose à savoir, c'est la définition. C'est quoi un ajustement? Alors, quand on dit ajuster, je vais vous le dictionnaire. Je vais lire ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit, c'est l'action, l'ajustement, c'est l'action de s'ajuster. C'est le degré de serrage ou de jeu entre deux pièces assemblées. C'est l'adaptation, c'est la mise en rapport. Qu'est-ce que tu dois comprendre par cette définition-ci? C'est-à-dire que l'ajustement, c'est la mise en rapport de deux pièces, comme deux engrenages. Mais comment on va les ajuster pour que ça donne un bon mouvement? C'est ça l'ajustement. Comment on va les mettre ensemble pour pouvoir obtenir un mouvement qui est cohérent, un mouvement qui est fluide? Et c'est ça l'adaptation. Ça veut dire adapter. Et beaucoup de personnes entrent dans la vie conjugale en ignorant l'idée qu'ils vont vivre une adaptation. Donc ils sont tout de suite scandalisés par l'idée de s'adapter, l'idée de faire des ajustements. Il y a quelqu'un qui a écrit un grand livre Flourish, qui est un bon livre sur le mariage. Je n'ai pas noté l'auteur en venant. Et il dit que quand quelqu'un se marie, il y a toujours deux choses qu'il constate. La première chose qu'il constate, c'est qu'il ne trouve pas ce qu'il croyait qu'il va trouver. Et la deuxième chose qu'il constate, c'est qu'il trouve ce qu'il ne pensait pas trouver. Et ces deux choses mêlées l'amènent donc à commencer à se poser des questions sur ce que c'est le mariage, ce que c'est la relation conjugale. Et c'est pour cela qu'il est important, pour nous, se marie, d'envisager ces ajustements-là. Nous avons un curriculum pour les fiancés, 13 leçons. Dans ces 13 leçons de fiancés, on les prépare à cela. Parce qu'il y a un module qu'on appelle les grandes attentes. Mais dans ces grandes attentes, ils vont discuter des éléments qu'ils vont vivre dans leur relation conjugale. Donc, ils vont pas forcément être très surpris quand ils arrivent dans le couple. Et c'est pour ça que c'est quoi la finalité? La question, c'est quoi la finalité du mariage? C'est quoi la finalité de l'ajustement? Pourquoi devons nous ajuster pour arriver à quoi? Une finalité, c'est qu'on va vivre en harmonie. On a bien parlé des deux pièces qui s'ajustent et qui permettent un mouvement fluide. On va vivre en harmonie. Si vous avez vu des engrenages, vous savez que quand c'est mal ajusté, ça s'use, ça produit de la chaleur et finalement ça lâche. Donc la pièce, le truc ne marche plus. Et donc on a besoin de comprendre que quand on ajuste bien dans la relation conjugale, on peut avoir une vie harmonieuse, on peut devenir semblable, enfin, on peut vivre une relation qui nous permet de nous d'être plus efficace dans ce que nous faisons. Et ça permet aussi à l'autre de savoir vivre avec nous. Parce que nous sommes ajustés à lui. Et comme dans le challenge des 21 jours pour son conjoint, le gros travail que nous faisons, c'est sur nous. Je sais, j'ai discuté ces derniers temps, comme ce challenge-là, en arrière-plan, un coaching que je fais individuellement. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui insistent sur le fait qu'il doit changer. Mais je ne peux pas faire tout ça si lui ne change pas. Je ne peux pas ceci si lui ne change pas. Notre défi est que le premier changement commence par toi qui me regardes. C'est ça notre premier défi. Le premier changement commence par toi. Maintenant, on va laisser à Dieu la possibilité de le faire changer. Mais nous aurons, dans ce que nous faisons,
des éléments qui vont permettre de l'influencer. Nos résultats vont forcément l'influencer. On ne peut pas rester indifférent à nos résultats parce que nos résultats vont parler par eux-mêmes. Nos résultats seront patents. On ne pourra pas mettre des résultats. Et nous pourrons donc comme ça profiter et exploiter les différences qu'il y a entre nous. C'est-à-dire, au lieu que les différences soient ce qui nous fait bagarrer, les différences seront plutôt ce qui va nous permettre de nous rapprocher parce que nous saurons comment vivre ces différences, comment nous adapter à cette différence, comment être avec quelqu'un qui ne s'en sort pas et réussir à être heureux, à l'aider, à travailler avec lui. Qu'est-ce qui amène les gens à vivre l'ajustement? Qu'est-ce qui peut pousser à se retrouver dans une situation d'ajustement qui est soit simple, soit drastique? La première chose qui peut faire l'ajustement, et il faut que ce soit bien compris par chacun, ce sont les arrière-plans. En réalité, chacun d'entre nous vient de quelque part. Et chacun d'entre nous vient avec un bagage. Le bagage est même parfois très intellectuel, dans ce sens qu'on a conçu le mariage dans lequel on veut vivre, on a conçu le conjoint avec qui on veut vivre, et quand on arrive au mariage, on est étonné de voir qu'il ne correspond pas pièce par pièce à ce que nous avions conçu. Et dans ces arrière-plans-là, ont une incidence sur la relation conjugale. Et c'est pour ça que j'aime le Seigneur quand il dit quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Parce qu'il commence par dire quitter. Donc il y a quelque chose qu'il faut quitter. Mais pour le moment n'est pas encore arrivé. Ce que nous voulons partager maintenant, c'est d'abord qu'est-ce qui cause ces problèmes d'ajustement. Pourquoi les gens ont des difficultés à s'ajuster? Pourquoi ça se... En fait, il y a des arrière-plans, on commence par là. Quelqu'un a été élevé dans un cadre précis, il a été mis dedans, il a développé des liens, parfois même des liens spirituels, des liens émotionnels, toutes sortes de liens. Il a développé même des automatismes et il entre dans le mariage avec ces automatismes-là. Et il trouve quelqu'un qui ne répond pas à ces automatismes-là. C'est un peu comme si vous preniez un joueur du FC Barcelone et vous allez l'associer à un joueur d'une équipe française. Et vous dites jouer dans la même équipe tout de suite. Vous voyez même comment les entraîneurs des équipes nationales sont obligés de réunir les joueurs qui sont dans très bien niveau individuel, mais ils sont obligés de les réunir pour qu'ils s'ajustent. L'un a déjà des choses qu'il faisait dans l'autre club, l'autre a ce qu'il faisait dans l'autre club, mais maintenant il faut s'ajuster pour pouvoir produire des résultats. Il faut pouvoir s'ajuster pour obtenir des résultats patents. Ok, alors ça c'était le premier élément que je voulais partager avec vous. Je vais passer au deuxième élément. Le deuxième élément qui produit cela dans la vie du conjoint. Alors j'ai pris ce micro pour que vous puissiez me dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon maintenant? Écrivez en commentaire si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Parce que le micro-cravate semble donner des résultats qui ne sont pas bons. Est-ce que celui-ci au moins est bon? Écrivez en commentaire pour qu'on puisse savoir si le son est bon ou pas. Écrivez-moi ça en commentaire. Est-ce que le son est bon? Je vais regarder aussi si le son est bon.
est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? La main levée là, c'est pour dire que le son est bon. Beaucoup mieux. D'accord. Donc on peut y aller comme ça ou bien il faut encore augmenter le son? Ok. Merci Sylvie, merci Patrice. Bienvenue à tout ce monde-là. J'en profite pour répondre à une des questions qui a été posée, qui est même dans le cadre de ce que nous sommes en train de discuter. La personne pose la question suivante, dont l'ajustement est une affaire de deux personnes. Est-ce que l'ajustement est une affaire de deux personnes? Est-ce que c'est une affaire de deux personnes? Est-ce que l'ajustement est une affaire de deux personnes? Sorry, j'essaie de regarder les messages qui viennent. Quelqu'un dit c'est bon, mais c'est bon. Ok, beaucoup mieux. Merci Brice. La question c'est, est-ce que l'ajustement c'est une affaire de deux personnes? Non. Dans notre conception de ces choses-là, nous préférons que ce soit chacun qui fasse ce qu'il a à faire. Il n'est pas question de demander à l'un de changer ce qu'il fait déjà. Je vais augmenter le volume. Je vais l'augmenter pour qu'on soit... On ait un meilleur son. On va demander pour qu'on ait un meilleur son. Et je suppose que c'est mieux maintenant. Est-ce que c'est mieux? Si c'est mieux, vraiment, dites-le moi. Est-ce que le son est mieux? Est-ce que le son est bon? Écrivez-moi en commentaire si le son est bon. Parce que quelqu'un m'a écrit en disant il faut encore augmenter le volume. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Est-ce qu'on peut y aller? Je ne vois pas de commentaires. Oui, oui. On va faire avec. D'accord. D'accord, on va faire vraiment avec. Parce que si je monte le son un peu plus, on risque d'avoir des bruits de fond. Mais on va y aller comme ça. Alors la question qui était posée, c'était est-ce que l'ajustement est une affaire de deux? Non. L'ajustement n'est pas une affaire de deux. Selon notre conception des choses. En fait, on peut si tout se passe bien, ajuster ensemble, travailler ensemble pour obtenir quelque chose de positif. Mais si l'autre n'est pas partant, si l'autre ne contribue pas, si l'autre ne collabore pas, vous êtes obligé, vous, de vous ajuster. Et c'est pour ça que dans nos séminaires, nous travaillons à aider les gens à s'ajuster à l'autre. Pas amener l'autre à s'ajuster à soi. Beaucoup de personnes se bloquent parce qu'elles disent que l'autre ne veut pas s'ajuster. Non, vous ne pouvez pas amener l'autre à s'ajuster si ce n'est votre propre ajustement qui le pousse lui à arriver à un meilleur ajustement. Donc pour qu'il y ait un meilleur ajustement, vous avez besoin, vous, de travailler d'abord sur vous-même, être sûr que vous avez fait sur vous-même tout ce que vous avez besoin de faire, et c'est à ce moment-là que ça peut enclencher à lui une espèce de changement. Je vous rappelle déjà que quand vous commencez ce travail, l'autre est suspicieux, il se dit vous faites semblant, il se dit ça ne va pas durer, et donc vous avez besoin de faire un travail dans la durée, parce que comme il croit que ça ne va pas durer, il vaut mieux qu'il voit les résultats, et que ces résultats s'imposent à lui. J'ai travaillé avec quelques couples qui sont en train de nous suivre là, et certains m'ont dit qu'on le voit effectivement. Ça se voit effectivement dans les couples. Quand les résultats commencent à se produire, on voit comment l'autre conjoint commence à admettre qu'il y a un changement. L'autre conjoint commence à accepter que il y a eu un changement dans la vie du couple. Donc c'est un peu là que je voulais qu'on arrive. Donc laisse d'abord ton conjoint tranquille. Laisse ton conjoint tranquille et dis-toi, il va faire ce qu'il a à faire. Et ce qu'il a à faire, il le fera au moment où il faudra qu'il le fasse. Merci Massé qui me donne une petite instruction. Je baisse encore. Monsieur Massé, est-ce que ça va? Merci. Nous sommes vraiment dans une opération interactive. Le son a été baissé, Monsieur Massé, le son de la musique de fond a été baissé. Et donc je crois que maintenant c'est bon, on peut avancer. Alors,
j'étais en train d'expliquer qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qui amène les gens à avoir des difficultés d'ajustement. J'ai dit qu'il y avait même la mauvaise préparation au mariage. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans le mariage sans préparation. Ils entrent dans le mariage comme ça, à deux pieds, parce qu'ils ont vu un frère qui est marié, ils ont vu une sœur qui a été mariée, et ils se disent, moi aussi je peux me marier, et je vais me marier, je vais m'en sortir. Et ils sont surpris après que leur mariage ne donne pas, qu'il y a trop de choses à ajuster. Quand nous proposons 13 modules pour préparer au mariage, c'est que nous savons qu'il y a beaucoup d'éléments dans la vie conjugale qu'il faut explorer avant d'entrer. Le deuxième enseignement de la préparation au mariage que nous faisons pour l'accompagnement des fiancés s'appelle les grandes attentes. Donc c'est un enseignement dans lequel les deux conjoints énumèrent l'un à l'autre ce qu'il attend du mariage, ce qu'il espère dans tous les domaines, ou du moins dans un maximum de domaines de la vie conjugale. Mais la troisième chose qui oblige les gens à faire des ajustements, c'est l'évolution de la société. Mon frère, la société évolue beaucoup. Ça dit qu'aujourd'hui, les mœurs sont changées. On est dans un autre monde. On est obligé de s'ajuster. Mais maintenant, il y a des gens qui se sont trompés d'ajustement et qui sont allés dans des ajustements mondains. Ils ont pris l'égalité comme quelque chose de crucial, d'important dans la relation conjugale et ils ont détruit leur couple. Dans cette société où on a évolué par rapport à l'idée de base, à la pensée de Dieu, on voit aussi le nombre de divorces, le taux de divorce. Les gens ne sont pas plus épanouis à cause de ces choix, mauvais choix qu'ils décident de faire. Donc il y a cette influence de la société, mais cette influence de la société, non seulement peut mener au divorce, mais cette influence de la société aussi peut amener des gens à avoir des comportements inappropriés, avoir des comportements comme un combat contre l'évolution de la société qui amène donc à vivre une vie conjugale complètement excentrée, complètement à l'extérieur des choses. Si votre conjoint n'a pas compris des choses, vous avez besoin, vous, de vous ajuster pour qu'il puisse comprendre. On m'a enseigné à la base que celui qui connaît plus doit être celui qui est capable de se mettre au niveau de celui qui comprend moins pour pouvoir l'aider à monter aussi. Mais si vous comprenez comment fonctionne la société et que votre conjoint ne comprend pas comment fonctionne la société et vous vous cramponnez dans votre position en disant tant qu'il n'a pas compris, notre mariage n'ira pas, eh bien votre mariage n'ira pas. Est-ce que votre objectif c'est que votre mariage n'aille pas? Non. Votre objectif c'est certainement que votre mariage aille mieux. Mais si ça passe par quelques sacrifices que vous faites, quelques injustices que vous subissez, la Bible dit parfois d'accepter de subir quelques injustices. Si c'est pour le bien, pour la justice, accepter qu'il n'a pas compris et qu'on peut avancer comme ça. On peut, en attendant qu'il comprenne les choses, on peut avancer dans ce sens-là. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble comment se passe l'ajustement et les 5 domaines dans lesquels, ou les 5 éléments dans lesquels on peut s'ajuster. Je n'ai pas beaucoup répondu à ceux qui écrivaient entre-temps, mais ne vous en faites pas, aucune question ne restera sans réponse. Nous en avons l'habitude, nous répondons toujours à toutes les questions qu'on nous pose. Avant, la société avait un état, la société fonctionnait d'une certaine façon. Aujourd'hui, il y a une différence qui est fondamentale. Et aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de cela dans la relation conjugale. Avant, le spirituel était quelque chose qui n'était pas dans tous les coins de la rue. Il ne suffisait pas de se connecter sur Internet pour tomber sur un enseignement spirituel. Il ne suffisait pas de marcher dans la rue pour tomber dans une petite église. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et donc, du coup, il y a des ajustements que les maris et les femmes doivent faire dans ce cadre-là. L'économie avant était essentiellement agricole. Aujourd'hui, l'économie est celle qui rapporte le plus d'argent, c'est une économie de services et de finances. Et si vous ne vous ajustez pas par rapport à ça, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. Même les rôles des uns et des autres ont beaucoup évolué. On va les voir tout à l'heure. Donc, on va commencer par la première chose. Le premier élément, justement, le premier élément sur lequel on doit travailler si on veut s'ajuster vraiment. Alors, ce premier élément, c'est quoi? C'est la révision des attentes. Révise tes attentes, mon frère. La Bible dit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pourquoi Dieu dit qu'ils doivent devenir une seule chair? Pourquoi Dieu dit qu'ils doivent quitter père et mère? Et quand tu lis ce verset avec une véritable envie de comprendre, la première question qui te vient à l'esprit, c'est pourquoi le verset commence par « c'est pourquoi ». Et quand tu te renseignes, moi je n'ai pas fait théologie, mais ceux qui ont fait théologie m'ont expliqué que c'est des parties du texte qui ont été écrites par Moïse et c'est des parties du texte qui ont été dictées par Dieu à Moïse. Et donc Dieu est en train de dire à Moïse ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Et il dit à Moïse, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Donc quitter son père et sa mère, c'est quitter un certain nombre de choses. Il n'y a pas que le père et la mère, on ne peut pas quitter le père et la mère et laisser les cousins et les cousines. On ne peut pas quitter le père et la mère et garder les coutumes et les us. On ne peut pas quitter le père et la mère. En fait, il est en train de dire que nous allons partir avec un certain bagage que nous avions eu. Mais quand nous allons rencontrer notre conjoint, nous allons former quelque chose d'autre, de nouveau. Et donc, quand tu es entré dans le mariage avec des attentes particulières, dans le mariage, mon frère, dans le mariage, ma soeur, tu es obligé de revisiter tes attentes. Tu es obligé de reviser tes attentes. Et les premiers ajustements portent sur tes propres attentes. Tu pensais que le mariage serait comme ci. Mais tu es arrivé dans un mariage qui est comme ça. Tu es donc obligé de commencer à t'ajuster. Mon frère, tu ne peux pas changer le mariage. Le mariage est une institution que Dieu a créée. Quand tu entres dans cette institution, tu trouves un certain nombre de choses, tu essaies de t'adapter à ces choses. Tu essaies de vivre dans ces choses-là. Mais comme tu as trouvé un conjoint avec qui tu dois vivre ce mariage-là, tu es obligé de t'adapter pour que votre union à deux forme l'unité que Dieu attend. Et donc, l'unité là va dépendre de ton ajustement. Dieu, lui, vous a déjà unis, mais pour l'expérimenter, tu as besoin de t'ajuster. Et mon frère qui me suit, tu as plein de choses dans ta vie que tu dois revisiter. Revisiter. C'est-à-dire que pendant que tu me suis, dès qu'on finit là, tu prends un papier, tu dis quels sont les éléments sur lesquels je suis en désaccord avec mon conjoint, quels sont les éléments qui nous mettent en friction parce que liés à ce que j'attends d'elle, liés à ce que j'attends de lui, liés à ce que j'attends du mariage, et repense ces choses-là et ajuste-toi, mon frère. Si tu as un conjoint qui ne peut pas produire quelque chose, continuer à espérer qu'il produise, c'est une perte de temps. C'est même de la sorcellerie. Parce que tu sais d'avance qu'il ne peut pas produire ces choses et que tu continues à espérer qu'il les produise, ce n'est pas moins que la sorcellerie. Donc revisite et essaie de contourner par d'autres moyens que de continuer à mettre la pression sur ton conjoint. Donc c'est le premier élément de l'ajustement conjugal, revisiter ses attentes. Je peux vous donner, si vous me le demandez, un document PDF dans lequel vous allez revisiter ces choses, peut-être avec votre conjoint, c'est-à-dire les grandes attentes d'un couple marié. Qu'est-ce qu'un couple marié peut avoir comme attente? Vous en discutez à deux et vous trouvez un moyen d'être d'accord sur un certain nombre de choses et avancer. Ce n'est pas une affaire de compromis, mais c'est une affaire d'ajustement. Je voulais 5 enfants. Comme certains me disent souvent, mon père n'a pas beaucoup accouché, il me fallait beaucoup d'enfants. Et ma femme a un petit bassin, donc elle ne peut pas en faire 3. Je dois apprendre à m'ajuster. Il n'est pas question d'aller en faire ailleurs, mais il est question de s'ajuster, ajuster ses attentes. Donc c'était le premier point de l'ajustement que je voulais qu'on partage. Le deuxième point de l'ajustement, que j'appelle le deuxième élément de l'ajustement, c'est au niveau des finances et du travail. Dans la société ancienne, mon frère, ma soeur, dans la société ancienne, celui qui ramenait de l'argent, c'était le mari. C'était ça l'esprit de la société. Que c'est le mari qui a les biens, c'est le mari qui sort, c'est le mari qui produit, c'est le mari qui fait ci, c'est le mari qui fait ça. La mère de Lemuel, le roi Lemuel, une maman qui avait la vision, elle lui écrit un petit papier qu'on appelle Proverbe 31 et il lui présente une femme qu'elle appelle la femme vertueuse. Cette femme la produit. Cette femme prend des initiatives. Cette femme achète un terrain et vend. Cette femme fait des choses pour son couple. Pour la mentalité d'avant, c'était révolutionnaire. Mais aujourd'hui, mon frère, ta femme a fait des études. Peut-être même les mêmes que toi. Peut-être même plus que toi. Pourquoi bagarres-tu contre cela? Pourquoi ne t'ajustes-tu pas? Pourquoi peux-tu dire à une femme qui a fait des études
qui a un potentiel, qui peut transformer la société, qui doit apporter sa part dans la société, pourquoi tu lui dis d'aller rester porter les enfants à la maison? Pendant que toi, tu vas au bureau, elle doit porter les enfants. Pourquoi si ça n'adhère pas, si elle n'adhère pas, parce qu'il y a des femmes développées, instruites et tout, qui ont décidé de rentrer à la maison, gérer les enfants, en disant quand ils seront majeurs, là je pourrais reprendre ma carrière. Mais si ta femme, elle a un besoin d'épanouissement professionnel, pourquoi veux-tu créer un problème au lieu de t'ajuster, au lieu d'ajuster tes attentes? Il faut être très sérieux là-dessus. Et te dire, moi ma carrière professionnelle est importante, celle de ma femme est importante, celle même de ceux qui sont autour de nous est importante. Et t'ajuster sur ta pensée par rapport aux finances. Il y a une jeune dame qui m'a dit, je ne connais pas combien touche mon mari. Je lui ai dit, comment vous vivez? Parce que toi tu travailles, ton mari travaille. Comment tu fais pour ne pas savoir combien il touche? Le mari qui me suit, qui me regarde maintenant, sait qu'il a besoin d'un ajustement dans ce sens. L'opacité financière nécessite un ajustement sérieux. Tu peux toucher peu et partager avec ton conjoint. Tu peux toucher beaucoup et partager avec ton conjoint. Tu peux m'avoir une vie telle que tes finances fluctuent. C'est-à-dire que ça ne donne pas tout le temps, mais ça diminue, ça augmente. Tu peux être un commerçant qui fait des bonnes affaires aujourd'hui, n'en fait pas demain. Tu peux mettre quelqu'un qui n'a pas encore un revenu, parce que dans tes affaires, ça ne produit pas encore suffisamment pour que tu enlèves pour la maison. Mais ton conjoint a besoin d'être au courant de ça. Ton conjoint a besoin de savoir que tu as une affaire qui produit, mais qui ne produit pas suffisamment pour la relation conjugale. Madame a besoin de comprendre qu'au niveau des finances, elle a besoin d'un ajustement réel. Je connais beaucoup de femmes qui ont été financées par leurs parents pour les études, ce qui est normal. La Bible dit que c'est aux parents d'accumuler pour les enfants. Donc, ils ont été financés par les parents pour les études. Ils ont atteint un niveau et aujourd'hui, ils se disent, il faut aussi que je finance mes parents. C'est louable, mais si l'autre n'est pas d'accord, tu as besoin de t'ajuster. Tu as besoin de revoir cette ambition-là. Tu as besoin de revoir ça. Revoir cette ambition. Tu n'as pas besoin de détruire ton couple à cause d'un élément financier d'ajustement. Donc, nous avons besoin vraiment d'ajustement au niveau financier. Nous avons besoin de sortir des dépenses au pif. Beaucoup de couples vivent de dépenses au pif. C'est-à-dire que s'il y a un besoin, on satisfait le besoin. S'il y a de l'électricité à payer, on paye. Mais il n'y a pas un plan, il n'y a pas une visibilité dans ce qu'il y a. Si tu es en train de me suivre avec ta femme, mettez-vous au travail pour avoir une certaine visibilité dans vos finances. Famille a créé un module là-dessus qui permet de pouvoir faire un budget, de pouvoir mieux gérer ses finances et même d'utiliser le système de gestion des espèces qu'on appelle le système des enveloppes. C'est un module en 3 ou 4 séances maximum et vous êtes dans le bain des finances. Donc, 2 choses pour le deuxième élément. Première chose, arriver à avoir des finances qui fonctionnent, pas dans l'opacité, mais dans une certaine transparence. Et pour ça, tu as besoin de t'ajuster. Je sais qu'il y a des hommes qui disent que l'homme a toujours besoin de sa balle de shérif pour que quand c'est mauvais, il puisse sortir sa balle de shérif. Tu peux le faire. Coach Fondidi, tu peux avoir ta balle de shérif. Mais ta balle de shérif ne vient pas de ton revenu. Ta balle de shérif te vient de ton argent de poche. Demande dans ton couple que chacun ait de l'argent de poche. Prends même le maximum, parce que les hommes sont souvent plus dépensés que les femmes. Et de cet argent de poche, fais certaines épargnes que tu appelles la balle de shérif, qui permet de débloquer des situations que l'autre ne connaissait pas. Mais ne prends pas le bien commun pour en faire ta balle de shérif. Ne sois pas opaque sur ton revenu parce que tu peux faire la balle de shérif. Je vous ai dit, il y a un module dessus, on peut partager ce module pour ceux qui sont partants pour ce module-là. Ils ont mon compte, puisque vous êtes en train de regarder sur mon compte Facebook. Il suffit de me voir inbox et puis on organise cette séance-là et on voit là où on peut aller. Je veux un peu respirer, le temps de voir un peu ce que vous dites, ce que vous pensez, et qu'on puisse avancer au moins ensemble dans ce que nous disons et que nous faisons. D'accord. Francis a dit yes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon. Bienvenue à tous qui sont venus pendant que je parlais. Goumeni, merci pour le son que tu reconnais être bon maintenant. On va essayer de s'améliorer la prochaine fois. De toute façon, vous qui avez des ressources dans ce domaine-là, le domaine des connaissances au niveau du son et tout ça, des directs, vous êtes les bienvenus dans ce genre d'opération.
Merci à Ronnie qui partage cette vidéo, Ambala qui partage aussi cette vidéo dans son groupe. Merci à Germaine qui réagit à notre vidéo. Nous avons encore 3 éléments que nous devons présenter ce soir. Ces 3 éléments-là parlent de... Parce que tout à l'heure, on a parlé du travail. On a parlé de la révision des attentes. Maintenant, on va parler des responsabilités. Mais si quelqu'un a une question, je peux répondre à la question maintenant avant qu'on continue. Je peux commencer par répondre à cette question avant qu'on continue. Merci et bienvenue à Patrick qui nous rejoint. Patrick partage. Je pense que tu dois en faire une séance vidéo autour de toi pour tes amis qui te regardent. Est-ce qu'il y a autre chose là? Bon, s'il n'y a pas de questions, parce que j'attends les questions, est-ce qu'il y a une question sur les 2 premiers points? L'élément 1 de l'ajustement, c'était la révision des attentes en entrant dans le mariage. On a dit l'élément 2, c'est les finances et le travail. Et maintenant, on est en train d'attaquer le 3e élément et je demandais s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. S'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, on va quand même continuer. Mais si, pendant que je continue, vous avez des éléments sur lesquels vous voulez qu'on revienne, on va y revenir. Alors, la 3e chose, le 3e élément de l'ajustement que nous allons utiliser pour cet ajustement-là, le 3e élément sur lequel on doit s'ajuster, c'est au niveau des responsabilités et des rôles. La société a totalement transformé les responsabilités et les rôles. Et beaucoup de personnes qui sont entrées dans le mariage sont entrées sans savoir ce que c'est le rôle du mari, ce que c'est le rôle de la femme. Et chacun essaie d'imaginer par ce qu'il a vécu de ses parents, comment ses parents faisaient, comment son père et sa mère faisaient, et veulent l'imposer au conjoint. En fait, beaucoup de jeunes couples veulent faire de leur mariage le prolongement de leur relation, de la relation avec les parents. Quand ce n'est pas le prolongement, ils veulent faire de leur mariage la correction du mariage de leurs parents. Si telle chose ne marchait pas là-bas, ils se disent dans leur mariage, ils vont faire marcher cela. Mais il est bien de savoir que la Bible a prévu des responsabilités pour le mari, des responsabilités pour la femme. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas foncer dans la lecture de ces choses. Mais si vous lisez Ephésiens 5, même en entier, vous allez découvrir que Dieu a demandé aux femmes au niveau des responsabilités. La première responsabilité, c'est de se mettre sous son mari dans une certaine soumission, et une soumission même certaine. Et au mari, elle a demandé d'aimer sa femme. Mais quand Dieu dit à un mari d'aimer sa femme, il ne parle pas uniquement d'un amour sentimental, il ne parle pas seulement des émotions ou du langage d'amour, mais il parle de toutes ces choses-là qui peuvent montrer à une femme qu'elle est aimée. C'est-à-dire, il doit la respecter, il doit la propulser dans ce qu'elle fait. Il doit même découvrir ses talents pour pouvoir l'aider à aboutir à ses talents. Il doit pouvoir la diriger vers la vision qu'ils ont en commun et il doit même la protéger. Et parfois, je dis même aux hommes, tu dois même protéger ta femme contre elle-même parce que certaines femmes sont des problèmes pour elles-mêmes. Tu dois la protéger contre elle-même. Pour le mari, pour la femme doit se soumettre à son mari. Elle doit non seulement se soumettre à son mari, mais elle doit le soutenir. Si vous regardez le live que j'ai fait sur les problèmes que les couples rencontrent, vous allez voir que j'ai développé longuement sur la soumission de la femme. La femme doit se soumettre, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une infériorité, ce n'est pas parce qu'elle a moins de capacité que son mari qu'elle se soumet, mais elle se soumet parce qu'elle obéit à Dieu et parce qu'elle aime son mari. Par amour à Dieu et obéissance à Dieu, pardon, et amour pour son mari, elle arrive donc à obtenir de son mari la soumission qu'il faut. C'est bien aussi de préciser ici parce que j'ai vu beaucoup d'orateurs, beaucoup de coachs essayer de lier la soumission de la femme à l'amour du mari. Certains ont dit si un mari n'aime pas sa femme, elle ne peut pas lui être soumise. Et d'autres ont dit si une femme n'est pas soumise à son mari, il ne peut pas l'aimer. Dieu, quand il a donné ses responsabilités, elles étaient individuelles. Ce n'étaient pas des responsabilités du couple. Donc, chacun répondra pour lui-même. Chacun répondra de ce qu'il a fait, de ce que Dieu a attendu de lui. Il ne pourra pas dire à Dieu, eh bien Seigneur, j'attendais qu'il soit comme ci pour pouvoir être comme ça,
Ou alors j'attendais qu'il réponde d'abord à ce que tu as dit qu'il fasse, parce que Dieu ne vous a pas mis là comme la personne qui doit veiller à ce que sa femme ou son mari fasse ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est les responsabilités. Elles sont bibliques. Lisez Éphésiens, lisez 1 Corinthiens. Il y a plein d'endroits où les responsabilités conjugales sont bien détaillées, bien expliquées. Lisez-les et vous allez voir ce que Dieu attend de vous en termes de responsabilité. Mais maintenant, derrière ces responsabilités, il y a ce qu'on appelle les rôles des conjoints. Et là, vous avez besoin de faire un ajustement. Le premier ajustement, c'est de dire, vos rôles avec votre conjoint doivent partir d'une discussion de couple, partir d'un partage de couple. Qui fait quoi est une affaire de couple. Ce n'est pas une affaire de coutume. Ce n'est pas une affaire de tradition. Ce n'est pas parce que vous êtes à Paris, à Montréal, à New York, que vous allez faire comme les gens font à Paris, à Montréal, à New York, ou à Douala, ou à Abidjan. Vous faites comme vous avez décidé, vous deux. Et vous assumez le regard des autres. Ça veut dire quoi? Monsieur et madame s'accordent sur qui fait quoi à la maison. C'est un accord. Il n'y a pas un mariage où on entre en disant, comme je suis de telle tribu, ma femme doit plutôt faire comme ça. Si tu étais de cette tribu et que tu voulais que ta femme passe comme ça, tu aurais dû te mettre dans la position qui te permet d'obtenir cela. Mais si tu as épousé quelqu'un qui, étant de cette tribu ou d'une autre, pense qu'on peut faire différemment, essayez d'obtenir un accord sur qui fait quoi. Qui fait quoi? Qui sort le linge? Qui fait à manger? Qui lange les enfants? Qui nettoie le sol? Qui amène les voitures au garage? Qui change les ampoules? Il y a tellement de choses à faire dans la vie conjugale qu'on peut s'accorder sur des choses. Maintenant, il y a des personnes qui ont une relation avec leur coutume qui est acceptée par l'autre. C'est-à-dire que avant le mariage, ils se sont expliqués et ils se sont compris que voilà, nous allons nous accorder sur telle chose. D'habitude, c'est comme si, et l'autre a été d'accord. Je suis des jeunes au mariage. J'ai eu l'occasion de suivre des jeunes mariés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'objet de mon suivi pour la préparation. Mais quand ils se sont mariés, ils ont pensé qu'ils peuvent suivre le module Just Married pour savoir ce qu'il y a à faire après qu'on soit marié. Et je découvre là-bas que le garçon, de manière naturelle, a reparti les tâches. Et il n'a pas reparti de manière écrite ou bien de manière en parlant, mais c'est dans sa tête. Ça dit que pour lui, il y a des choses que c'est sa femme qui va faire. Et c'est dans sa tête. Et quand je lui demande comment tu penses que c'est comme, il dit c'est comme ça. Nous sommes dans une société, elle connaît la société, donc elle sait comment ça se fait. Oui, moi je suis d'accord il y a des règles qui sont communes à tous les couples de la société, mais votre couple est un couple spécifique. Votre couple, retenez-le, est spécifique. J'ai vu un couple que j'ai beaucoup aimé. C'est la femme qui fait la cuisine. C'est comme ça dans beaucoup de couples. Et le mari, lui, il travaille ailleurs. Et elle m'a dit, et ça m'a plu, elle m'a dit, quand nous recevons des étrangers, c'est mon mari qui fait la cuisine. Alors je lui ai dit, comment ça? C'est ton mari qui fait la cuisine, alors que d'habitude, il ne fait pas. Elle m'a dit, d'habitude, il ne fait pas parce qu'il est pris par son boulot, mais il a des compétences en cuisine que je n'ai pas. Donc quand nous recevons, il enlève sa veste, il enlève la cravate, il attache le tablier, vient à la cuisine et il fait des choses, il me donne même des instructions dessus. Il n'y a aucune honte à repartir les tâches. Mais il faut que ces tâches soient reparties. Toi qui m'écoutes du Canada ou des États-Unis ou de l'Europe, on n'est pas obligé de s'aligner aux principes de la société. Dans notre maison, on peut avoir nos règles. C'est vrai qu'un coup de fil au commissariat peut tout changer dans notre maison, mais on va se passer de ça parce que nous sommes des couples chrétiens et on va garder dans notre couple la spécificité de notre couple. Quand nos amis viendront, ils verront que nous avons des règles, nous avons des accords entre monsieur et madame qui nous permettent de vivre ensemble. Mais ces rôles et responsabilités-là vont aussi générer ce que j'appelle une espèce de communication authentique où on se connaît et on comprend comment on peut communiquer ensemble. Alma dit, est-ce que ce n'est pas occidentaliser le mariage? Nous sommes africains. Moi, je suis d'accord que nous sommes africains, mais le fait d'être africain ne veut pas dire que vous imposez à votre femme votre coutume. Le fait d'être africain ne veut pas dire que vous imposez à votre femme votre manière de voir les choses. Le fait d'être africain devrait vouloir dire que votre femme comprend certaines choses. Mais si elle ne les comprend pas, vous n'allez pas lui tordre le bras en disant nous sommes africains. C'est une histoire d'ajustement et c'est là que je voulais arriver. Alors le quatrième élément, parce qu'on a perdu le temps à attendre les gens, on va aller plus vite. Le cinquième élément, c'est sur les croyances.
les croyances et les religions. Dans le livre d'1 Corinthiens, le chapitre 7, les versets 12 à 16, si vous lisez 1 Corinthiens 7, les versets 12 à 16, parce qu'elle me dit qu'il y a un problème de connexion. Moi, je n'en ai pas ici, ça va plutôt bien. Quand vous regardez le verset 12 à 16, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul, qui répond aux questions des membres de sa communauté, leur explique que la femme qui est croyante, si son mari non croyant consent à la garder, qu'elle reste. Que le mari croyant, si sa femme non croyante consent à rester, qu'il la garde. En fait, qu'est-ce qu'on peut lire derrière ça? On peut lire derrière ça que les croyances sont indispensables pour avoir une fondation solide de notre couple. Mais on peut arriver dans des cas où les croyances sont différentes. Les gens ne se sont pas bien préparés pendant les fiançailles sur les croyances, sur la foi, sur la religion. Ils ont bypassé cette partie-là et aujourd'hui, ils la vivent mal. Alors l'apôtre Paul est en train de dire, n'impose pas à ton conjoint ta foi ou ta religion. Et Pujol, dans son livre sur les conflits, dit, les conflits de valeurs, c'est-à-dire les conflits liés à la religion, aux croyances, aux principes, doivent être gérés par ton implication toi-même dans ta propre croyance. C'est-à-dire que au lieu de tordre le bras ou d'imposer à ton conjoint comment tu vois la foi, tu dois plutôt vivre ta foi de telle sorte que ce soit un témoignage pour lui. Donc ce n'est pas lui dire on ne fait pas ceci, mais c'est de faire ce qu'on fait. Ce n'est pas critiquer sa manière de vivre sa foi, mais c'est de vivre la tienne de telle sorte que ta manière de vivre ta foi soit un véritable témoignage. Tu dois vivre ta foi comme un véritable témoignage. On doit voir ces principes que tu énonces, ces principes que tu enseignes, on doit les voir dans ta propre vie. C'est ça qui va impacter l'autre qui est devant toi. C'est ça qui va faire que l'autre dise que depuis que tu es entré dans cette église, ta vie a changé positivement. J'aimerais rencontrer le pasteur. C'est ça qui va amener ta femme à chercher à te suivre dans les réunions où tu pars. C'est ça qui va amener ton mari à chercher à s'inscrire dans la même église que toi parce qu'il a vu l'impact de ton implication là-bas. Tu as besoin de cet ajustement-là. Pas de celui qui consiste à créer une rébellion à la maison liée à tes croyances. Dis que je ne peux pas m'accorder avec mon mari parce que je suis d'une croyance différente. C'est faux. La Bible a prévu qu'un incroyant et un croyant peuvent vivre ensemble du moment où ils étaient mariés et que cela les a trouvés étant mariés. On a aussi des coutumes. Mon frère, tu as un culte traditionnel dans lequel tu es né. La Bible a dit de quitter ton père et ta mère. Il n'a pas d'apporter cette tradition dans ta famille. Tu as besoin de t'ajuster et de dire, j'ai épousé quelqu'un qui ne comprend pas bien ces traditions. Et cette personne a besoin de me voir vivre cette tradition vraiment comme des valeurs, des traditions positives pour pouvoir dire oui, 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 c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Landry dit que nous sommes d'abord chrétiens avant d'être africains ou pas. Landry, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous sommes d'abord chrétiens avant d'être africains. Mais, et c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils s'arrêtent à être chrétiens et ils arrêtent d'être africains. On est chrétien, c'est-à-dire que la Bible nous donne les principes de base de la vie. Et maintenant, on est africain. Ça veut dire qu'on applique ces principes de base dans la société dans laquelle nous sommes. Si vous lisez la Bible avec une petite attention, vous allez apprendre que Jésus était le lion de la tribu de Juda. Vous allez entendre parler de Abraham, Isaac et Jacob. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas à exclure. Je ne dis pas que toutes les coutumes, toutes les traditions sont à intégrer. Jamais de la vie, je ne pense même pas cela. Je pense que notre repère, c'est la Bible et c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Mais en tant que chrétiens, chrétiens ne nous enlève pas notre seconde identité. Notre première identité est en Christ. Et la seconde identité est en ce qui est en nous et que nous croyons et qui est juste. Pas les croyances ésotériques, pas les croyances que je lis tous ces jours sur Internet qui ont tendance à transformer les gens. Merci Alma qui dit que
nous sommes africains avant de devenir chrétiens, l'un précède l'autre. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, quand on est devenu africain, chrétien, on est né de nouveau. Cette nouvelle naissance-là nous donne une identité première qui est chrétien et notre seconde identité qui est africain. Je plains seulement les personnes qui ont manqué l'ajustement et qui pensent qu'ils sont simplement chrétiens et ils ne sont plus africains. Là, ils se trompent, ils sont dénaturés. Finissons avec le cinquième. On pourra discuter après du reste. Le cinquième élément que j'ai pensé partager avec vous aujourd'hui, c'est l'ajustement au niveau sexuel. Mes frères et mes sœurs, la plupart des problèmes qu'on rencontre dans les couples résident soit sur les finances, soit sur l'intimité sexuelle. Il y a des personnes qui, avant de se marier, avaient une haute opinion de l'autre. Ils faisaient tout pour attirer l'autre. Ils travaillaient l'attraction. Ils mettaient tout le paquet pour cela. Rappelons que dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa hommes et femmes. La pensée de Dieu était déjà claire là-dessus. Quand il les crée déjà pour être différent au niveau du genre. C'est-à-dire que la pensée, l'idée du sexe vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'idée du sexe. L'idée du sexe vient de Dieu. Et donc, j'ai besoin de savoir que j'ai un ajustement à faire pour avoir des meilleurs rapports avec ma femme. J'ai un ajustement à faire pour avoir des meilleurs rapports avec mon mari. Il y a des personnes, des hommes, qui pensent que leur plaisir est prioritaire au plaisir de leur femme. C'est-à-dire qu'ils sont des petits capris ou des petits coqs, qui quand il est monté, il a fini, c'est fini, la partie est terminée. Il y a des femmes qui mettent la pression sur leur mari pour leur épanouissement sexuel, pour leur orgasme, et ignorent complètement l'effort que le mari doit faire pour l'amener dans cet orgasme-là. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, nous allons nous ajuster au niveau sexuel. Nous allons essayer de travailler vraiment pour que nous puissions obtenir l'épanouissement sexuel, on va dire, réciproque. Et ça nécessite donc de comprendre quelle est l'expression de l'amour qu'on va avoir ensemble. Quelle est l'expression de l'amour qu'on va développer. Mon frère, ma soeur, Gary Chapman, je l'ai cité la dernière fois, a écrit quelque chose là-dessus. Des petits éléments qui permettent de savoir qu'on est aimé ou qu'on aime. Il faut pouvoir consulter ce genre de choses. Il faut pouvoir faire du devoir conjugal un plaisir. Il y a des conjoints qui pensent que l'autre doit leur faire plaisir. C'est vrai, c'est le rôle de l'autre, mais nous avons besoin de lui donner envie de nous faire plaisir. Nous avons besoin de travailler pour que ce soit des moments agréables. On va se dire ça entre adultes. J'ai discuté avec beaucoup de personnes dans leur accompagnement conjugal et j'ai été surpris de découvrir qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'orgasme. Pour elles, c'est quelque chose qu'elles entendent seulement les gens dire, mais elles-mêmes, elles ne l'ont jamais vécu. Elles ne savent même pas comment en parler avec l'autre, puisque quand il saute du lit, il allume sa cigarette, ou alors il allume son téléphone, ou alors il a autre chose qu'il va faire, mais il ne gère pas ce que l'autre vit. On a besoin de s'ajuster de ce côté-là. Donc si je peux récapituler et prendre quelques questions, je ne vais pas trop attendre, je vais récapituler pour prendre quelques questions. Les questions que je vais prendre sont celles-ci. Je vais récapituler d'abord, avant de prendre les questions. Premier élément d'ajustement que j'ai défini aujourd'hui, c'est la révision des attentes. Il faut réviser cette attente. Ne continuez pas à vous accrocher sur vos attentes. Il y a des moments où il faut abandonner ses rêves. Deuxième élément sur lequel il faut s'ajuster, c'est sur les finances et le travail. Tu as une idée de ce que c'est le travail, tu as une idée de ce que c'est les finances, mais à un moment, tu as besoin de t'arrêter pour t'ajuster. Pour t'ajuster. Il y a le troisième élément qui est sur les responsabilités et les rôles. Tu as besoin d'un ajustement parce que tu as en face de toi un conjoint et tu as besoin de t'ajuster dans qui fait quoi. De t'ajuster pour être en forme et en règle avec les principes de Dieu. Le quatrième élément, c'est sur les croyances et la religion. On a besoin d'un véritable ajustement là-dessus. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as une nouvelle conception de la foi que l'autre n'a pas encore. Et j'ai dit et j'ai insisté là-dessus, celui qui est plus avancé est celui qui doit reculer vers celui qui est moins avancé pour l'aider à avancer ensemble. Ce n'est pas rester là-bas et l'attendre, mais c'est revenir vers lui
pour l'aider à remonter la pente ensemble. Et puis, dernier élément, le cinquième, c'est l'ajustement au niveau sexuel. Donc, là, c'est ouvert. Alma me dit qu'il y a un problème de connexion. Moi, je n'en ai pas ici. C'est ouvert et j'attends donc les quelques questions qu'on peut avoir. S'il y a quelques questions qu'on peut poser, je les prends et puis on avance ensemble. Donc, je prends quelques questions. J'attends vos questions. S'il y en a pas, on va clôturer. Mais s'il y a des questions, on va les prendre. Donc, j'attends quelques questions. Est-ce qu'on peut avoir les 5 éléments en hard copy? Hard copy, ça veut dire livre, non, Armand? En hard copy, ce ne sera pas possible maintenant, mais en soft copy, oui. Ce sera possible d'avoir ça en soft copy. Je vous conseille même de vous inscrire à notre association Famille à cœur pour l'épanouissement de la famille. Nous avons des gros besoins en termes de ressources humaines pour la promotion des valeurs conjugales. Nous avons besoin de personnes qui peuvent relayer ce que nous faisons, des personnes qui veulent se former pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et l'épanouissement conjugal. Je rappelle ce que j'ai dit au début. Je rappelle que cet élément vous a été offert par les 21 jours pour son conjoint, qui est un challenge de 21 jours de travail pour transformer la relation conjugale par le toucher de notre propre transformation. Donc, voilà, nous avons ce challenge qui est encore ouvert. On est déjà au 5e jour. Si vous êtes un bagarreur, quelqu'un qui sait travailler dans la pression, vous pouvez encore vous inscrire. À la fin du direct, je vais mettre les liens d'inscription si vous voulez vous inscrire à ce challenge-là. Il y a aussi le suivi des fiancés que nous faisons. Nous faisons un suivi pour les fiancés en 13 séances. Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire en présentiel, mais ces jours-ci avec le Covid, je peux travailler à distance pour aider les gens à développer cela. Armand, tu es membre de Famille à cœur, c'est pour ça que je t'ai parlé de soft copy. Tu as le droit d'avoir la soft copy. Brice, tu demandes si les ajustements doivent être permanents. Jusqu'à la mort, on apprend. Mon beau-père me disait un jour qu'un papa lui avait dit, tant que tu n'es pas mort, tu vas découvrir de nouvelles choses. Donc, l'ajustement conjugal, c'est toute la vie. Au début, ça va être drastique, mais ça va aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Comment faire pour consentir aux ajustements? C'est Adrien qui pose la question. Comment faire pour consentir aux ajustements lorsqu'on se sent blessé? Comment faire pour consentir aux ajustements lorsqu'on se sent blessé? Adrien, quand tu te sens blessé, le premier ajustement, c'est vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que tu dois t'ajuster par rapport à tes émotions. On ne peut rien gérer quand on est encore blessé. Tu dois d'abord gérer à ton niveau toi-même la blessure que tu as eue par rapport à ce que l'autre a fait. Et l'une des solutions que je donne souvent, c'est de donner un nom à la douleur que tu ressens. C'est le premier élément de thérapie par rapport à ça. Donne un nom à la douleur que tu ressens et après, tu peux me contacter et on rediscute de comment poursuivre. Mais les entrevues, les contradictions, les petites querelles de couple ne doivent pas être quelque chose qui t'empêche de t'ajuster, mais c'est des éléments qui te permettent de devenir quelqu'un de plus solide, de plus robuste, parce que à chaque difficulté, un nouvel ajustement. À chaque difficulté, un nouvel ajustement. Hervé me demande quel conseil au sujet de la démarche à entreprendre pour un ajustement réussi. Alors aujourd'hui, j'ai juste présenté les éléments de l'ajustement Pasteur Bassé. C'est juste les éléments que j'ai présentés. Comment aborder ces éléments, le comment fait l'objet du partage que nous avons dans le groupe WhatsApp et dans le partage que nous avons dans le groupe Facebook qui lui est payant. Nous allons continuer à les partager et nous allons peut-être les mettre à disposition, mais ça ne peut pas se dire en une phrase.
Yolande, tu peux voir avec... on va t'écrire une box quoi, pour répondre à ta préoccupation. Sur ce, comme on me dit que l'interruption est la diffusion. Mais Sylvie, tu dis que la diffusion est interrompue, mais Armand réussit quand même à envoyer sa question. Il demande, est-ce qu'on peut avoir des références bibliques citées dans ton test exposé pour un bon rappel de mémoire et application pratique? Alors, Armand, premier élément que j'ai cité, c'était Genèse 2, 24. La révision des attentes, c'est Genèse 2, 24. Pour la révision des attentes. Premier élément, c'est Genèse 2, 24. Deuxième élément, pour les finances, c'est Proverbe 14, verset 23. Je suis en train de te coller ça. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième, je te le colle aussi. Puisque tu as... Comme ça, ceux qui sont à côté peuvent en profiter. Une fois pour... puisque je suis devant ma machine, je peux vous copier ces choses-là. Élément 3, rôle et responsabilité. Je te donne les versets. Tu peux les méditer tranquillement. Dernier élément, non, ça c'est le troisième, le quatrième, sur les croyances. Voilà. Mais je vous conseille de venir au challenge. Hein. Vraiment, c'est des moments très agréables de partage. Je demande même aux membres du challenge qui sont là d'écrire peut-être quelques témoignages pour aider ceux qui ne sont pas du challenge à comprendre un peu de quoi on parle quand on parle de notre fameux challenge. Armand, j'ai posté tout ce qu'il faut. On est en train de battre le record. Là, on a déjà 15 minutes, alors qu'on se disait qu'on va faire 1 heure. Mais tant qu'il y a des questions, on va discuter un peu, répondre un peu à ces questions-là. Je prends encore deux questions. Il y a quelqu'un qui a demandé comment on fait pour devenir membre. On va vous envoyer le lien pour devenir membre de Famille à Cœur. Kolokoso, merci d'avoir été des nôtres. Je ne savais même pas que tu es connecté. C'est maintenant que je vois que tu étais là. Merci. Continuez à partager. Organisez même des séances. On appelle ça des séances vidéo avec cette vidéo pour aider les uns et les autres. Comme les questions ne viennent pas, je vais clôturer là. Je vais d'abord vous rappeler que cette séance était organisée par 21 jours pour son conjoint, qui est une démarche. C'est une démarche de famille à cœur. Donc, et on va un peu dire un petit mot sur Famille à Cœur. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, une nouvelle demande. Bon, s'il n'y en a pas, on va terminer là. En rappelant simplement que Famille à Cœur, c'est une association. Nous œuvrons beaucoup en ligne et en présentiel, mais avec le Covid, nous avons décidé de passer beaucoup plus en ligne. Nous accompagnons les couples dans leurs premiers jours. Les couples qui sont en difficulté, nous pouvons travailler pour sortir des difficultés. Les couples qui se portent bien, nous pouvons consolider la relation conjugale. Vous pouvez être membre pour être parmi les coachs qui travaillent là-dessus. Dans le challenge, il y a des personnes que je vais remercier comme Agnès et comme Sandrine. Je ne vais pas donner leur nom parce que je n'ai pas eu leur permission pour leur parler d'elles, qui travaillent durement pour ce challenge. Il y a Amel au masculin et Amel au féminin qui travaillent aussi dans d'autres sous-groupes pour propager les enseignements que nous faisons. Nous sommes ouverts pour participer à vos événements. Vous avez un message que vous voulez passer, vous voulez compter sur nous, nous sommes disponibles. Vous pouvez participer au challenge. Vous avez un couple de fiancés qui sont dans la même ville ou dans des villes séparées et vous ne savez pas comment les suivre. Nous avons la ressource pour ça, pour les suivre. Mais nous avons aussi la ressource pour vous former à suivre d'autres. Et c'est dans cette lancée que nous sommes. C'est cette multiplication que nous voulons faire parce que l'apôtre Paul nous demande de nous multiplier comme ça pour pouvoir avoir un maximum de personnes qui travaillent pour l'épanouissement de la vie conjugale. Nous allons nous arrêter là en vous disant vraiment merci d'avoir été des nôtres. Merci, malgré les intempéries, malgré le mauvais départ. Merci. Et nos contacts sont sur place. Vous pouvez nous écrire. Si vous avez une difficulté, écrivez-moi inbox ou
ou alors par WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Tout ça est écrit dans ma page Facebook. Sur ce, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Vous qui êtes en difficulté, je vais vous dire, vous qui êtes en difficulté maintenant, j'ai discuté ces 2 derniers jours avec 3 femmes qui sont en difficulté conjugale grave. Le genre où on dit il n'y a plus moyen. Mais je voulais vous dire quelque chose. Il n'y a plus moyen là. Quelqu'un l'a dit à Jésus. C'était les sœurs de Lazare. Elles ont dit, il est même déjà pourri. Il est déjà en décomposition. Votre mariage est peut-être déjà en décomposition. Vous vivez peut-être une relation conjugale où vous vous dites, il n'y a plus d'espoir. Vous vous dites même, c'est mort. Eh bien, le Père de la résurrection, Jésus, peut ressusciter votre mariage. Moi, j'y crois. Et je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Il l'a fait pour d'autres. Et il va le faire pour vous. Du moment où vous croyez qu'il peut le faire. Il a dit, crois. Et tu seras sauvé. Crois. Il sauvera ton couple. À la semaine prochaine pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse.